Bonjour à vous les amis et bonjour à vous les amis filles, les petites geekettes qui seront nombreuses à nous suivre, j'en suis sûr et certain, en tout cas je l'espère et je pense que mes amis geeks l'espèrent aussi. Aujourd'hui ensemble on va voir comment est-ce qu'on crée un deck, tout simplement. C'est une question qui m'a été demandée, on m'a envoyé quelques mails pour me demander sur ma chaîne de bosser là-dessus, de vous montrer quelque chose. Parce qu'évidemment, quand on commence, c'est vraiment pas facile du tout de faire ça. On sait pas par où commencer, on sait pas quoi mettre, en quelle quantité. Enfin, c'est vraiment pas évident. C'est quelque chose qui, pour les joueurs confirmés, est entre guillemets inné, mais ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend d'une façon très passive. En fait, en jouant, on comprend petit à petit, on améliore son deck et on voit l'archétype qui marche et on le garde en fait. Il faut savoir ça, vous faites un deck de base, vous jouez avec. Si vous vous dites ah ouais non j'ai trop d'unités à 2 là, j'ai trop d'unités à 3, j'ai trop de sorts, ça va pas. Vous jouez, vous changez petit à petit, il n'y a pas de problème. Vous allez changer tout doucement vos cartes, une par une, et affûter comme ça votre deck jusqu'à avoir quelque chose de vraiment tranchant qui vous mènera à la victoire mes amis. Ensemble, on va quand même voir quelques petites bases, je vais vous montrer quelques petites choses. Pour vraiment partir sur des bonnes bases et pouvoir vous-même vous faire un deck puissant qui correspondra à votre style de jeu aussi, parce qu'il n'y a vraiment aucune valeur avec des cartes, il y en a des milliers, il y a tellement de possibilités, c'est fascinant mes amis. Il n'y a aucune valeur de jeu qui sera imbattable, le truc ça y est vous l'avez, c'est pété, vous allez monter à 1004 de côte. Non, ça vous rêvez mes amis, ça n'existe pas. Avant de commencer, parce que là on se lance dans la création d'un deck, donc qui dit création d'un deck dit choix d'un héros, dit choix d'une race et donc vers quoi vous allez vous diriger. Sachez quelques petites choses mes amis, ensemble on fait très rapidement un point sur les races. Avec leur niveau respectif, je vais vous parler très franchement et vous parler, je vous l'ai pas fait dans les vidéos tutoriels parce que c'est pas agréable pour un joueur, admettons, d'une race un peu plus faible, de s'entendre dire que bon, sa race elle est un peu faible. Là on est vraiment dans un domaine de choix dans cette vidéo-ci. Donc je vais vous dire la vérité, c'est bien simple, les races actuellement sont pas extrêmement bien équilibrées. C'est un excellent jeu, mais il y a quand même des races qui sont très en dessous. Si on devait donner un ordre, un ordre croissant, donc en partant de la race la plus faible, en allant vers la race la plus puissante, alors il y aura toujours des joueurs qui diront oui, non, c'est pas vrai, blablabla, mais je vous assure que d'une manière générale c'est ça, et après je vous le montrerai avec le classement mondial si vous voulez. Vous ferez vous-même votre propre idée de la véracité de mes dires. Alors, la race la plus faible actuellement est celle du Havre, mes amis. Elle a un gros problème, le DPS est vraiment trop bas, elle est censée être vraiment très dure à tuer, alors qu'au final elle n'a même pas plus de survie que la faction Nécropole, qui elle par contre a un DPS bien supérieur, des héros avec de la magie bien meilleure, comme vous pouvez le voir ici, hein, la magie des ténèbres, ici la magie des ténèbres. Et il n'y a que Nergal qui ne l'a pas, mais il a vraiment un pouvoir qui est complètement pété. Du coup pour compenser on l'a privé de la magie des ténèbres. Mais voilà, magie des ténèbres contre magie des lumières mes amis, il n'y a pas photo. Écoutez bien, il n'y a pas photo. On vous dira que oui, la magie de lumière permet de faire des trucs et tout. Oui c'est vrai, mais c'est loin d'être du niveau de ce que peut faire la magie des ténèbres. Je vous rappelle qu'en ténèbres, vous pouvez diminuer de 2 points l'attaque de l'adversaire. Vous pouvez le one shot avec une carte qui coûte 3 seulement, en lui mettant une claque. Vous pouvez le one shot avec une carte à 4 coups de coups sans même le toucher. Vous pouvez créer une image clone de l'adversaire de n'importe laquelle de ses unités. Cette image là aura la même attaque que celle de l'adversaire et pourra attaquer immédiatement mes amis. Le tour lui-même elle pourra attaquer. Il n'aura pas besoin d'attendre un tour pour s'en servir. Vous pouvez également faire asservissement, une carte qui permet de prendre la carte de l'adversaire, de lui enlever mes amis et de la prendre chez vous. Vous avez ce genre de cartes, des cartes à AE qui tapent à 3 sur toutes les unités adverses et qui soignent toutes vos unités à vous pour 3. C'est vraiment très puissant. Il y a vraiment de très bons sorts en magie des ténèbres. Je vous parle pas des dispels offensifs, hein, je vous parle pas de tout ça qui existe aussi, qui est un peu moins dans les sbroufs mais qui reste vraiment excellent. Donc voilà, on a vraiment un souci d'équilibrage à propos du Havre en ce moment. La deuxième faction serait celle du Sanctuaire. Le Sanctuaire n'a pas forcément, celle-ci oui, cette carte-ci, je n'ai que celle-là en Sanctuaire malheureusement sur ce compte, mais n'a pas forcément les meilleures magies du jeu disponibles. En l'occurrence Noboru s'en sort pas mal du tout avec ces deux-là, mais c'est une race qui est plus faible que les autres. Parce que elle est d'abord très tactique, très difficile à prendre en main. Il est difficile d'avoir rapidement un très bon deck Sanctuaire. Donc ça crée vraiment un fossé entre elle et les races par exemple beaucoup plus basiques comme l'Inferno, qui a immédiatement un deck potable. En Inferno, quand vous commencez, vous choisissez Inferno, dès le début vous avez un deck qui va vous permettre de monter à 900 mes amis. Ce qui est loin d'être le cas du Havre par exemple, et évidemment pas le cas de Sanctuaire, puisque vous ne pouvez pas avoir de deck Sanctuaire dès le début.
Donc c'est un des points faibles de la race sanctuaire, en plus du fait qu'elle est très très difficile à jouer. Et en plus du fait que ces créatures ne sont pas excessivement puissantes. Je vais tout de suite vous montrer ça, hein. On va montrer ça tout de suite avec une carte emblématique du sanctuaire. C'est un petit peu embêtant parce que j'ai enlevé mes cartes de mes decks pour pouvoir vous montrer. Donc on va devoir en trouver une Manu Militari. Vous avez simplement une carte, voilà, je sais pas, une carte ici à 2 qui va taper à 2, 1, 3, voilà. Vous allez prendre une carte comme, on va dire, comme une carte Inferno, voilà, une petite carte Inferno de base. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici une carte à 2 qui va taper à 2 également, mais qui va être immunisée à la riposte, mes amis, pour une créature de mêlée. Immunisée à la riposte, c'est très rare, c'est un gros avantage. Et qui a balayage, c'est-à-dire qu'elle cleave, elle va toucher 2 unités, les 2 unités adjacentes, en plus de celles qu'elle frappe. Donc vous voyez, il n'y a déjà rien à voir en prenant une première unité. Et je pourrais continuer comme ça dans les séries, vous montrer un peu et vous comprendriez vraiment qu'il y a vraiment un écart, quoi. Au niveau du DPS, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà. La troisième race serait très certainement celle que je joue, le Bastion, mes amis. Le Bastion a de très très bons sorts, quelques héros, en fait un héros plus particulièrement lui et elle, qui sont très forts, qui sont forts disons, ces deux là sont forts, mais les unités ont un gros défaut. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, où j'ai parlé un petit peu de ma race, parce que je voulais vous la faire découvrir, et dans le premier tutoriel que j'ai fait à propos du Bastion, en début de game avec le Bastion vous êtes vraiment très faible, hein. Vous voyez ici 1, une créature qui ne peut pas attaquer, ici 1, une créature qui attaque à 2 mais qui n'a qu'un PV, ici pareil, ici 1, une créature qui ne peut pas attaquer non plus, enfin c'est difficile, c'est difficile. En début de game vous êtes vraiment très ouvert, et c'est qu'en late game que vous allez avoir des cartes très puissantes, seulement. Je parle toujours dans des stratégies normales, hein. Après il y a des stratégies complètement pétées du genre les rush, ou alors les trucs comme ça, les slowpoke. Il y a des gens qui jouent slowpoke avec char, enfin des trucs complètement pétés, mais qui n'ont rien à voir. On n'a plus vraiment besoin des cartes physiques en fait. Quand vous jouez des jeux comme ça, c'est vraiment très différent, c'est très spécial. Mais quand vous jouez créature à l'ancienne, hein, en posant des créatures sur le jeu, etc., le Bastion n'est pas super, car s'il a des cartes très puissantes en late game qui d'une certaine façon mathématiquement compensent celles du début de game qui sont plus faibles, il se trouve que la plupart des joueurs aujourd'hui joignent à leur deck des solutions contre les cartes très fortes. Je pense par exemple à tous les sorts des ténèbres qui permettent de one-shot tout simplement une unité. Donc quand vous sortez l'unité à 7 de coups et que l'adversaire vous la tue avec un sort à 3, bah mes amis, vous avez perdu 4 points de ressources et vous êtes vraiment derrière, quoi. C'est grave d'avoir perdu 4 points, de les avoir jetés à la poubelle comme ça. Et je vous parle même pas des fois où il va prendre votre unité et carrément s'en servir contre vous. Et aujourd'hui, beaucoup de personnages, beaucoup de personnes ont peur de ce genre de jeu et intègrent dans leur deck quelques cartes qui vont leur permettre vraiment de contrer les grosses cartes. Et donc si vous voulez, bah voilà, votre principal avantage du Bastion tombe un petit peu à l'eau. Voilà ce qui fait que le Bastion tient actuellement la classe moyenne, le positionnement moyen au niveau de la puissance des races. La race suivante est celle de l'Inferno, sans surprise évidemment, parce que l'Inferno c'est fort mes amis, c'est très fort, ça a de très bonnes magies. Ça peut utiliser parfois la magie des ténèbres, couplée à la magie du feu, comme par exemple avec Kalazar, invocateur de l'agonie. C'est très puissant. On a des AE, donc ça permet de tuer toutes les unités les plus faibles, avec des dégâts répartis sur plusieurs. Et on a aussi la magie des ténèbres qui permet de tuer une unité très puissante. Donc en fait vraiment beaucoup de polyvalence sur la magie. Ajoutez à ça des unités qui dès le début, dès les premiers decks que vous allez avoir sont assez puissantes que pour monter vraiment très haut. Je pense sincèrement qu'il est possible de monter à 900 voire 1000 de cote sans changer le deck de départ que vous avez en Inferno. Il faut savoir jouer, il faut connaître, mais il y a vraiment moyen de monter très haut avec ce deck. Quelque chose qui est complètement impossible mes amis, avec un deck par exemple de la nécropole, et encore heureux d'ailleurs parce que la nécropole on va en parler après, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, mais c'est encore plus impossible avec un deck du Havre, vous rêvez. Avec un deck du Havre, si vous montez à 600 avec le deck de base, et ben bravo mes amis, vous m'impressionnez. Donc voilà, c'est ce qui donne un gros avantage à nos amis de l'Inferno. Donc des magies, je répète, des magies très puissantes, des cartes très facilement accessibles, un gameplay assez simple, c'est pas très dur de jouer Inferno. Enfin, une fois qu'on a compris le système des cleaves, sincèrement il n'y a pas grand chose d'autre à comprendre. C'est de l'ultra offensif, c'est voilà, boum, ça pète dans tous les sens. Et voilà, il y a un autre fait qui... Il y a une autre chose qui aide beaucoup le gameplay Inferno, les joueurs Inferno, c'est que quand on débute, un gameplay qui marche très bien, c'est le gameplay rush, c'est-à-dire d'utiliser des cartes de très bas niveau, qui coûtent peu cher, qui permettent d'être offensif très rapidement, et
le deck Inferno en fait est très fort là-dedans. Ce sont des cartes qui sont fort offensives, surtout les cartes basses qui valent vraiment le coup, qui ont des bonnes poules PV comme vous pouvez le voir, avec par exemple prenez une carte, comment elle s'appelle là, les succubes, voilà une carte à 2 qui a 4 de pool PV. On a l'autre succube là que vous avez certainement déjà vu dans un gameplay qui a 8 de pool PV, qui est vraiment très forte, elle est ici, voilà elle coûte 4, elle a 8 de pool PV, c'est énorme mes amis. Tout ça, ça crée vraiment un ensemble d'avantages qui aident très fort les Infernos. Et maintenant la faction la plus puissante, sans surprise, c'est la dernière mes amis, avec, même si je vous montre pas vraiment le meilleur héros, qui est pas une pure tuerie de la nécropole, c'est la nécropole mes amis, avec la magie la plus puissante qui est disponible pour quasiment tous les héros, avec des skills, des compétences de héros qui sont vraiment la plupart du temps pétées. Vous avez par exemple Fleshbane, champion des déformés. Toutes les créatures incorporelles qu'il invoque gagnent plus 1 de vie. Alors de base elles sont déjà très dures à tuer, avec plus 1 de vie mes amis, ça fait vraiment la différence, ça fait vraiment mal. Quand vous tombez sur un incorporel qui a 3 PV, vous savez qu'il va falloir le taper 3 fois pour l'avoir. Lui en 1 ou 2 coups il vous la met. Vraiment c'est vraiment délicat. C'est même pas le plus fort mes amis, et c'est loin d'être le meilleur. Il y a également Nergal qui pendant très longtemps a dominé totalement le ladder. C'était vraiment, si vous vouliez aller haut dans le ladder, c'était Nergal et rien d'autre. Maintenant il a été nerfé donc c'est un peu moins pire, mais il reste toujours très puissant mes amis. Et vous avez Mernamtaru qu'on voit un petit peu moins, qui est la... ça on va en parler après des types de héros, parce que vous aurez bien compris qu'il y a un type de héros qui est en fait répété dans chaque race, qui est l'invocatrice, la magicienne, de toute façon c'est écrit, qui est la magicienne de la nécropole, qui elle vous le voyez maîtrise 3 écoles de magie, qui permet de, qui en fait elle défausse une carte, elle détruit une créature ennemie ciblée d'un coup inférieur ou égal à 2, c'est pas mal du tout. C'est une carte qu'on voit assez rarement, parce qu'en fait en personnage magique il y en a des bien meilleurs, donc les gens qui veulent jouer magie prennent rarement celle-là. Mais après je choisis souvent une autre race en fait. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, une race très puissante. Même si en début de game, il faut leur... en début de jeu, pardon, quand on commence avec avec la nécropole, c'est pas évident, parce qu'en début de game on n'a pas trop de jeu. Et c'est là que le bas blesse un petit peu pour cette faction. C'est que monter haut avec un deck de nécropole du début de jeu, c'est vraiment pas facile. Vous n'avez pas encore la liche, vous n'avez pas les chevaliers vampires, vous n'avez pas les ghouls voraces, enfin vous avez vraiment pas grand chose, vous n'avez pas les sorts les plus puissants. En début de jeu ça peut sembler faible, en début de carrière de joueur disons, mais rassurez-vous, plus tard ça devient la race la plus puissante. Tout à l'heure on ira voir les classements mondiaux, vous verrez que l'Inferno et la nécropole sont beaucoup représentés mes amis. Voilà, donc un petit point qui est terminé, c'est un petit peu duré longtemps, mais je voulais vous dire la vérité avant de commencer, parce qu'il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez si vous choisissez un héros de tel ou tel camp. Et tout simplement pour savoir ce que vous faites et profiter pleinement de l'aventure. Maintenant on va tout doucement se lancer vers la création d'un deck. Alors pour commencer un deck, on clique ici, on choisit un petit nom, on va mettre le deck qui tue sa merguez, ce sera très bien mes amis, ce sera même sa merguez. Au lieu de merguez, voilà. Et on va parler tout de suite du héros. Donc le héros que vous allez choisir évidemment déterminera la faction que vous pourrez utiliser. Donc voilà ici quelques-uns de mes héros, des héros de ce compte. Je pense qu'il ne les a pas tous, en fait c'est même sûr, il en manque 2 ici, tac, il en manque un, non celui-là il est dans un deck, parce qu'il y en a qui sont dans des decks aussi. Enfin bref, il en manque quelques-uns. Pensez bien à une chose, on va le faire à propos des héros... du feu ici, parce qu'ils sont plus ou moins bien complets. Non, on va le faire avec le bastion, j'aime bien le bastion, donc voilà. Vous avez d'abord le héros qui va être le bourrin, celui qui cogne, quoi, celui qui est pas du tout orienté magie, qui est vraiment orienté unité, dégâts directs, simples, comme on se l'imagine. Ici, Akamas, champion de la corne sanglante. Évidemment, un pouvoir qui donc s'applique à ça. Inflige un point de dégâts à toutes les créatures alliées ayant l'habilité de rage furibonde, elle gagne plus 1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, de l'ultra offensif physique en fait, voilà, c'est des dégâts physiques qui vont se faire avec des cartes. Vous avez ce type de héros qu'on va appeler un héros, voilà, un héros physique on va l'appeler. Vous avez le héros équilibré, c'est le héros de base, en général il a 1, 1 et 2. Des écoles de magie assez polyvalentes. C'est en général par ce héros là qu'on commence. Il se trouve que on peut considérer que celui-là et celui du bastion, on l'a assez facilement, 4 émissaires de la liberté. On peut voir, pour vous en montrer un autre qui est dans le même genre, on va, juste une petite seconde, on va retourner dans le deck nécropole. Parce que j'ai pas enlevé le héros. Voilà.
Et regardez ici, on a Seria qui est donc le héros de base de la nécropole. Comme on peut le voir, 1-1-2, deux écoles de magie assez équilibrées, une puissante et une un peu plus de soutien. Donc voilà, le héros de base n'a en général pas de pouvoir, donc c'est typique des héros de base. Hein. On paye le fait qu'ils aient des bonnes magies et qu'ils soient assez équilibrés. Voilà, pas de pouvoir, c'est normal si ça se passe comme ça. Alors, ensuite comme type de héros, voilà, donc on a pu voir ici le champion bourrin. Le champion bourrin ici du feu est là. Le champion bourrin est là chez Le Havre. Et j'aurais bien aimé vous le montrer dans les autres, mais là il va pas être disponible. Si, chez Fleshbane, voilà, chez la nécropole. Dans la nécropole, pour la nécropole. Vous voyez bien, toujours les mêmes statistiques, une seule école de magie. Enfin, c'est typique, hein, vous allez les reconnaître, vous allez le voir venir. Ensuite, en troisième type de héros, on a le héros caster, celui qui s'occupe de magie. Et ils sont tout à fait typiques également. Regardez ici au Havre, vous voyez 2 points de magie direct, un seul point de destinée, mais par contre beaucoup d'écoles de magie et un pouvoir qui est souvent très orienté magie, hein. soit des dégâts directs, soit comme là un soin, mais pas du tout de force d'invocation, donc c'est vraiment très orienté pour les sorts. Moi c'est pas du tout un gameplay que j'aime bien, c'est très spécial mais ça peut convenir. C'est des joueurs qui en général ont dans leur deck 15 sorts, un truc comme ça, 15 sorts faciles, peut-être même plus parfois quand ils sont vraiment en mode hardcore là-dessus. donc voilà, on peut reconnaître ce personnage là, on peut reconnaître celui-ci, voilà exactement les mêmes statistiques, 3 écoles de magie, vous voyez. On peut le reconnaître ici également, 2, 1 et 3 écoles de magie, et de mémoire on peut le reconnaître chez notre ami Char, qui est d'ailleurs magnifique comme carte. 2, 1 et 3 écoles de magie. Char qui est d'ailleurs une très bonne sorcière, on va l'appeler. Une très bonne invocatrice, donc qui s'occupe des pouvoirs. Vraiment très forte. Et donc voilà, vous avez des archétypes qui sont tout le temps répétés. Et en général, par race, c'est pas systématique, mais par race, comme on peut le voir ici avec Damiria, il y a un héros qui est plus ou moins équilibré, vous voyez, avec 2 écoles de magie. Et il est un petit peu moins, vous voyez qu'il perd un point de destinée au passage, mais qui a un petit pouvoir qui peut être vachement sympathique s'il a la bonne application. Donc vous l'avez par exemple ici, vous l'avez par exemple ici, et vous l'avez chez notre ami Sandalphon pour le Havre. Alors comme vous le voyez, tous n'ont pas les mêmes PV, n'est-ce pas? Vous avez tous les héros à pouvoir, tous les héros de magie, les invocateurs ont 2 points de pénalité parce que sinon ils ont vraiment ça compense un peu l'avantage qu'ils ont. Le fait qu'ils ne puissent pas utiliser de force et la petite pénalité là, ça donne un petit coup de pouce pour équilibrer un peu le jeu. D'ailleurs c'est assez juste parce que c'est vrai qu'on peut rapidement avoir quelqu'un qui joue bien avec les bonnes écoles de magie. Je vais pas vous mentir, celui-là c'est pas le pire. Char, ça devient dur parce que c'est 2 très bonnes écoles, mais un Kalazar bien joué c'est vraiment très puissant parce qu'il a des sorts de soutien très forts avec la magie neutre. Il a du très offensif en AE et il a du très offensif en ciblé. Vous voyez, même sur les créatures uniques et très fortes, il sera quand même très fort grâce à la magie des ténèbres. Donc ça peut vite devenir dangereux et ce genre de petit malus c'est vraiment très bien pour équilibrer un petit peu le jeu. Voilà mes amis. Maintenant qu'on a vu un peu les types de héros, on va se lancer dans la création d'un deck. Comme héros, je pense que je m'en choisirai un que je connais pas, avec lequel que je connais parce que j'ai déjà vu, mais avec lequel je ne joue pas. Je vais prendre Xorm. Je n'ai jamais joué avec lui. Je l'ai pris pour vous montrer un petit peu les spécificités. Vous avez déjà vu moi ce que je jouais, donc c'est en général des héros équilibrés que je choisis pour être proche de ce que vous aurez sur le terrain. Je choisis Xorm parce qu'il est différent et comme ça vous pourrez voir comment est-ce qu'on adapte un héros. Parce qu'une des grandes choses importantes dont il faut se rappeler quand on monte un deck, c'est surtout de voir le deck à travers le prisme du héros. Vous faites votre deck en fonction de votre héros, mes amis. Il faut savoir où vous allez, il faut savoir ce que vous allez faire et où vous allez, très important. Donc on va choisir Xorm, qui est un héros un petit peu différent de ce que je prends habituellement. Comme ça on va ensemble essayer de faire quelque chose de sympathique. Pour les cartes événements, comme vous le savez, on peut en avoir 8 au maximum, c'est d'ailleurs 8 obligatoire en fait, chaque joueur doit en apporter 8 dans la partie. Bon, quelle carte choisir? Et là il y en a vraiment beaucoup. Vous avez les cartes de base comme ça qui donnent des plus 1 dégâts dont l'adversaire peut profiter, il peut aussi la sélectionner. Tout ça, vous avez tout un type de cartes, celle-là pour piocher, très classique, celle-là pour infliger un point de dégâts au héros et piocher une carte. Vous avez vraiment des choses très classiques. Prenons notre héros Xorm, parce qu'on est dans l'optique de monter un deck toujours en fonction de notre héros. Alors notre héros, on s'aperçoit d'abord d'une chose, il n'a pas de magie, mais il a 2 de force physique. Donc on sait qu'avec lui, très rapidement, on va pouvoir commencer à balancer des unités, boum boum. D'ailleurs il n'a pas de magie, il utilise que la magie du feu, donc on comprend que ça va pas être son truc.
on voit son pouvoir. À 2 de coups, toutes vos créatures de mêlée gagnent +1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. C'est très très puissant mes amis. En début de game, si vous savez que vous n'avez pas besoin de monter haut, vous pouvez vous faire un deck entièrement, et c'est d'ailleurs pour ça que Xorm est connu, vous pouvez vous faire un deck entièrement avec des créatures, avec quelques sorts niveau 1 ou niveau 2 à tout péter, et vous faites que des créatures jusqu'au niveau 4, comme ça vous faites un deck à fond rush, on appelle ça les decks rush, et vous aurez plein de cartes tout de suite. Votre adversaire, même s'il a quelque chose à mettre en face, vous vous en foutez, vous utilisez ça et boum, vous augmentez de 1 point. Au pire, si vous avez une créature qui tape à 2 et que lui au pire il arrive à vous sortir une créature à 3, et bien avec ce pouvoir vous pouvez le déborder. Et comme vous jouez rush, vous avez des créatures pas chères, vous allez pouvoir en balancer plein dès le début et elles vont toutes profiter de votre bonus quand vous allez le lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Là on commence à réfléchir et à voir le jeu à travers notre héros. Donc en événement, qu'est-ce qu'on aura besoin? On sait qu'il n'y aura pas de créatures magiques, on sait qu'on n'aura pas de magie ou très peu, vous voyez? Puisque justement en plus toutes nos créatures de mêlée gagnent +1 jusqu'à la fin du tour. Et rappelez-vous, on connaît également son jeu, hein, on connaît sa race. L'Inferno, les créatures de mêlée Inferno ne sont pas magiques. Il y a peut-être une ou deux exceptions mes amis, mais c'est tout. Et encore moins dans les créatures basse classe, dans les créatures de bas niveau qu'on va particulièrement sélectionner comme on l'a dit avant. Donc on va dans les cartes événements et qu'est-ce qu'on voit? On peut voir ici des cartes, jouer les cartes de sort coûte 1 supplémentaire. Eh bien mes amis, nous on s'en fout, ça c'est typiquement le genre de carte qu'il faut prendre parce que nous, Xorm n'a à 0 point de magie, on sait qu'on va pas en jouer ou très peu, vous voyez ce que je veux dire? Par contre ça, un joueur qui fait des spells, qui fait des sorts, ça va vraiment le gêner. Donc on n'hésite pas, hop, on se les prend directement, voilà. Ensuite, jouer les cartes de fortune coûte 1 supplémentaire, c'est pas vraiment utile. Ça c'est bien pour calmer les joueurs slowpoke. Pas pour les autres, c'est vraiment, ça c'est une carte qui s'adresse à des joueurs beaucoup plus aguerris, à un niveau 1000-1200. Alors ici ça sert à piocher une carte, on s'en fout parce que là on est dans le mode de ça c'est des cartes que vous allez mettre quand vous n'avez rien à mettre en fait. Quand vous n'avez pas les autres cartes, vous utilisez des petites cartes banales comme ça, on s'en tape. Là on va faire quelque chose d'un peu spécialisé, vraiment à travers le héros, quelque chose de pointu. Alors, semaine des esprits indomptés, les créatures magiques subissent -1 de dégâts. Et ben ça mes amis c'est parfait parce qu'on sait que nous on va avoir de la mêlée, du physique et peu de magie. Donc voilà, boum, on va directement se les envoyer. Ça typiquement ça peut être très fort. Moi j'ai déjà été vachement gêné contre des joueurs qui jouaient ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette carte là? Hop. Lorsque vous déployez des créatures dont le coût de base est de 4 ou moins, payez 1 point. Si vous ne pouvez pas payer, votre héros subit 1 point de dégâts. C'est une carte permanente, hein, persistante, donc il ne faut pas la jouer. Elle se joue automatiquement quand c'est son tour. Nous, on sait, avec notre ami Xorm, qu'on va justement jouer du rush et des cartes à bas coût. Donc justement, on ne joue pas ça, certainement pas. Une carte qui nous pénalise pour les unités à coût moindre, c'est certainement très mauvais pour nous. Donc certainement pas, voilà. Ensuite, les créatures magiques gagnent +1. Bah, c'est tout le contraire de celle-ci. Donc il est hors de question de la prendre puisqu'on aura très peu de créatures magiques. Ici, jusqu'à la fin du tour, je joue en dévoilant la carte située au sommet de votre bibliothèque. Tant que cette carte est une créature, toutes les créatures alliées gagnent +1. Dans le cas contraire, toutes les créatures ennemies gagnent +1. +1 de riposte contre +1 d'attaque. Eh bien c'est une très bonne carte mes amis. Pourquoi? Parce qu'avec Xorm, on a beaucoup de force d'invocation dès le début, on ne va pas jouer magie et on ne va certainement pas jouer fortune ou très peu. Du coup, on sait qu'on aura énormément de créatures dans notre deck. Et donc, cette carte-là va être très bonne puisque le bonus se joue si on a de la chance, si qu'au sommet de notre bibliothèque, la carte est une créature, on obtient +1 d'attaque. Eh bien, c'est parfait, mes amis. Évidemment qu'on va jouer ça. Donc, on la prend tout de suite. Ensuite, on a une carte comme celle-ci, par exemple, qui est un petit peu que j'ai eu un peu au bout d'un moment, je vous avouerai. Tempête de grêle inflige 1 point de dégâts à toutes les créatures. Bon. Nous, on sait qu'on va avoir des unités faibles, on va en avoir beaucoup, on va augmenter leur force avec Xorm, avec son pouvoir, mais on sait aussi que comme elles n'ont pas de PV, l'adversaire, s'il se fait un petit peu déborder, il pourrait tenter d'utiliser ce genre de carte pour justement baisser toute notre pool PV parce qu'on en aura plein des cartes, on va vraiment en envoyer beaucoup, donc s'il utilise ça, ce sera très rentable, et donc évidemment, nous ne la prendrons pas, mes amis. Comme on peut le voir, j'arrive à la fin des cartes qui sont des cartes événements qui sont disponibles. Il nous en manque 2. Maintenant, quand vous faites un deck comme ça, là si on va se monter un petit deck rush, vous savez que vous allez avoir besoin d'un truc comme ça. Ça va vous permettre, au moment où vous êtes vraiment coincé, boum,
vous voyez une carte, il vous en pose une qui a 4 PV, vous tapez à 2 et lui il tape à 4, ça vous arrange vraiment pas de la laisser en vie, il a eu de la chance, il a réussi à sortir une grosse carte, et ben vous balancez le pouvoir de Xorm, vous gagnez plus 1, vous balancez cette carte là, vous gagnez plus 1, vous montez à 4 de DPS et vous le tuez en un coup, avec une créature qui vous a coûté 2 points, vous tuez une créature à lui qui lui en a coûté 4 mes amis, voilà comment ça se passe. Donc une très bonne carte qui va servir à compléter notre deck de cartes événements. On va donc en rajouter 2 tout de suite. Voilà, on a 8, on peut passer au suivant. Donc en créature, une petite seconde s'il vous plaît. Voilà mes amis. Donc et bien tout simplement, comme on a dit, on va continuer à faire donc notre deck très offensif et orienté avec des créatures évidemment très basses. Je vous laisse regarder un petit peu ça. Vous voyez ici 1, 1, 2, 2, 2. Ici il y a beaucoup de créatures à 2. C'est toujours pareil, rassurez-vous, dans toutes les races, vous allez manquer plus ou moins, enfin manquer c'est un bien grand mot, mais vous aurez peu de créatures à 1. Parce que si vous en aviez beaucoup, il y aurait des joueurs et ça marcherait les amis, ce serait l'équivalent du six pool de StarCraft 2 pour ceux qui connaissent. Eh bien il y aurait des gens qui ne prendraient que des créatures à 1 et je vous garantis que ça marcherait, il y aurait moyen facilement de tuer l'adversaire à ça. Pourquoi ? Parce qu'une créature à 1 tape à 2 et une créature à 2 tape à 2 mes amis. Donc il vaut mieux invoquer 2 créatures à 1 que une créature à 2. Après bon il y a le nombre de cartes qu'on a en main mais au début ça ne compte pas. Donc vous voyez ce serait vraiment trop rentable pour certains joueurs de ne faire que ça. Alors ça vous faites ce genre de choses là couplé à la capacité de Xorm, ça devient vraiment trop puissant. Ce qui fait que toutes les cartes sont limitées en type, toutes les races pardon, sont limitées en type de carte à 1 d'invocation. Alors ensuite, on va commencer évidemment, donc comme on a dit qu'on se faisait un petit deck bien violent, bien corrosif dès le début, boum boum, on se met directement ça. D'une manière générale, ce que vous ferez, je vais le dire maintenant, ce sera pas le cas de ce deck parce que bon, ça, ce que je vais vous dire là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos depuis le temps. Bon, je pense que ça commence à rentrer. C'est 7 cartes de base. Si vous avez besoin d'un repère, mes amis, vous mettez 7 cartes de chaque coup d'invocation. Et surtout, vous essayez de mettre le plus de cartes possible du même type. N'essayez pas de piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça c'est de la merde, ça c'est nul. Vous essayez de mettre, il faut que vous sachiez où vous allez. Un des premiers paramètres pour gagner un Might and Magic, c'est de réduire le champ du hasard, mes amis. Il faut que vous sachiez ce que vous allez avoir. Il faut que vous sachiez ce qui va tomber dans votre main. Alors, donc je vous disais, vous mettez, si vous avez vraiment besoin d'un repère fixe pour commencer, vous mettez 7 cartes de chaque type. En arrivant jusqu'à 4, et à partir de 5, pour les cartes à 5, vous en mettez, allez, vous essayez de mettre celles qui sont vraiment puissantes. Comme là, si je faisais un deck où j'avais décidé, on va donner un exemple ici, j'arrive voilà à 4, j'ai fait ma petite règle, hein, j'ai continué comme ça. J'ai fait ma règle avec les 4, j'arrive à 5, la règle tombe, elle n'existe plus. Bon, je décide, d'abord il y aura le nombre de cartes totales que j'aurai à la fin qui sera à prendre en compte. Et je décide simplement de mettre celle qui m'arrange. Par exemple le maniaque des flammes, c'est une créature qui est vraiment très puissante. Boum, voilà, j'en mets 2. Ensuite bon, la sorcière elle est complètement pétée, donc je vais la mettre aussi, voilà. Ensuite lui il est complètement super pété, en plus j'en ai 2, donc hop on va en mettre 2. Et là voilà, j'ai mes cartes puissantes quoi. Voilà, vous prenez les 5 qui vous arrangent. Après ça dépend de votre héros, hein. Chaque créature là ne vaut pas la même chose en fonction du héros. Mais en fonction de votre stratégie, vous réfléchissez. Là, c'est vraiment... L'idée, c'est qu'à partir de 5, 6 et 7 de coups d'invocation, vous allez réfléchir à ce que vous prenez. Vous vous dites à travers votre héros, merde, mon héros, il peut faire ça, il peut faire ci, est-ce que ça vaut le coup voilà. Pour vous donner un exemple concret, typiquement, le maniaque des flammes, c'est une carte qu'on va utiliser avec Damiria. Que je vous dise pas de bêtises. Pardon, pas avec Damiria. Oula, j'ai peur de vous dire une bêtise. Oui, c'est ça. Le maniaque des flammes, c'est une carte qu'on va jouer en rush avec Xorm. Parce que comme vous le voyez, c'est une créature de mêlée. Et en fait, si l'adversaire vous met une créature puissante en face, vous mettez le maniaque des flammes. Et l'adversaire gagne Berserker et il sera obligé de vous attaquer. Et ça permet en fait de dodge, de trade cette carte là contre une carte très puissante de l'adversaire. Et ça permet de le paralyser en fait, qu'il ne puisse pas vous tuer facilement toutes vos petites unités. Donc typiquement, c'est une très bonne carte. Voilà mes amis. Donc maintenant cette petite règle dite, on va continuer à compléter notre deck. On a fini avec les 1, on a mis tout ce qu'on pouvait, qui sont d'ailleurs très bien les deux. Hein. Maintenant en 2, forcément les 2 assassins noirs qui sont vraiment super puissants, surtout en début de game comme ça. Enfin, je le dirai jamais assez, je sais que j'ai vraiment l'impression de le dire dans toutes mes vidéos. C'est certainement le cas, mais c'est vraiment une créature de folie mes amis. Là on va avoir un petit souci, c'est que j'ai beaucoup de créatures, faut quand même y penser à ça. Hein. On a un héros...
qui augmente les dégâts physiques des mêlées. Mais il faut quand même penser au fait qu'il n'y a que 4 cases sur la board. Donc il faut aussi quelques tireurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter hop hop 1-2 tireurs. Et on va quand même mes amis, prendre le reste en dément. Parce que le dément est vraiment une unité excellente que j'aime beaucoup. 3 poules de PV. Donc si vous la tapez à 2, ce que font la plupart des unités à 1, ça ne le tuera pas. Elle est immunisée à la riposte et elle fait un balayage, mes amis. C'est vraiment une excellente unité. Tout ça pour un coût modeste. C'est que du bonheur. Voilà. Donc là maintenant, comme on a décidé d'être très très offensif, on peut voir qu'on a tac tac 8 cartes ici, 8 cartes ici. On augmente, on dépasse la limite que je vous ai donnée de 7. Je vous ai dit 7 tout à l'heure, là c'est un deck rush. Donc je vais pas monter très haut dans les cartes, donc j'hésite pas à mettre beaucoup de cartes plus faibles, d'accord? Maintenant, on a aussi cette carte là qui est pas mal du tout parce que c'est un peu un kamikaze comme ça. Et en plus ça force l'adversaire à se défausser, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Cette carte là, ne vous faites pas avoir, elle n'est pas du tout adaptée à un rush parce qu'il lui faut 4 d'invocation, elle a très peu de DPS. Pour l'instant on va se contenter de ça en 1 et 2, je pense que c'est déjà pas mal, parce qu'on va pas partir trop rush. Moi j'aurais été tenté, si je l'avais fait pour moi-même, j'aurais mis ces 2 succubes là en plus, et je me serais mis le lacérateur du chaos en plus, qui est vraiment un gros kamikaze qui peut être très intéressant. Maintenant, toujours, on pense bien mes amis, on est dans du rush, on est là pour faire mal, on est là pour faire mal vite. Donc le Mort Pao, une très bonne carte, il nous la faut, on la prend. Ensuite, toujours dans l'optique de faire du gros DPS, et bien voilà, la voilà typiquement la carte en gros DPS. Donc 1, 2, 3 et toi tu t'en vas, merci bien, hop, et 4. Ça nous fait 6 cartes à 3 déjà, d'accord? Maintenant, on va se mettre un lacérateur de plus, qui s'appelle maintenant le tourmenteur, parce que voilà, c'est une très bonne unité berserk, qui est très bonne. Donc on a maintenant 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va se mettre 1 et 2. Là j'en mets 2, je monte même à 9 mes amis, c'est beaucoup. Je monte à 9 en Inferno, en 3, parce que le 3 c'est vraiment une très bonne, comment dire, c'est vraiment un très bon palier d'invocation, parce qu'il est entre les deux, vous voyez, entre les deux, c'est des créatures puissantes mais pas encore trop chères, c'est vraiment très polyvalent et c'est très bien d'en avoir dans son jeu. Là mes amis, on va monter à 4 et ce sera notre dernier palier, on va s'arrêter là pour vous montrer vraiment un jeu, comme vous pouvez le voir, hein, toujours j'ai énormément de créatures physiques, énormément de créatures de mêlée, c'est même un petit peu risqué. Je serais tenté d'en enlever quand même une ou deux, histoire de mettre un petit peu de distance. Vous savez quoi? On va se rajouter les deux cerbères qui sont des tireurs et qui ont le don d'ubiquité, donc c'est vraiment très pratique. Ils tapent pas très fort, mais dans le don d'ubiquité ça peut dépanner. Donc on va se les rajouter et enlever le lacérateur qui est quand même un peu trop kamikaze à mon goût. Et on va retirer un de nos deux saccageurs. C'est bien ça, saccageur. Voilà. Maintenant on monte à 4. À 4, voilà, toujours chercher du gros DPS. On est là pour vraiment faire mal, la créature de mêlée. On a encore celle-ci qui est très forte, celle-ci. Mais comme on a vu avant, on a beaucoup de mêlée déjà, vraiment beaucoup de mêlée. Donc on va vraiment forcer sur celle-là. Hein. On va vraiment mettre, c'est un très bon tireur qui tape à 4, qui a une petite poule PV, mais on va vraiment l'utiliser tout de suite. Ce sera très utile. Ensuite on pourrait rajouter celui-ci qui a un DPS un peu faible mais une petite déflagration, c'est toujours sympa et il nous donne un point de magie tant qu'il est actif, c'est vraiment pas mal du tout, mais c'est pas méga folichon. Comme on est en manque de tireurs, on le sait, on va rajouter quand même on va quand même se rajouter deux succubes et deux petits fielons des abîmes, excusez-moi, qui a donc aussi comme le cerbère des flammes infernales, qui a le don d'ubiquité, ce qui est très pratique en fait. C'est vraiment très bien mes amis, ça aide beaucoup. Donc là on peut voir qu'on est déjà à 32 créatures, voilà, en augmentant juste de 1 le taux que je vous avais donné de base, de 1 ou de 2 en fonction, et bien on arrive à 32 créatures, c'est suffisant, parce que sachez que pour la plupart des decks, en moyenne, ça dépend lesquels, toujours, il y aura toujours une exception à tout, vous savez ce que c'est, mais en moyenne, il faut entre 30 et 35 créatures dans un deck mes amis. En sort, on sait que notre héros, Xorm, n'a que la magie du feu, donc déjà de base ça réduit beaucoup le champ des possibilités, et n'a à 0 point en magie de base. Donc on va vraiment pas commencer à balancer la sauce là-dedans, on va faire très simple mes amis. On va prendre 1, 2, 3 traits de feu, 4 traits de feu. On ne va certainement pas prendre ça parce que c'est débile. Prendre ça, ça vous gênerait vous,
Comme vous le voyez, une créature de mêlée ou volante de la rangée attaque. Nous on a énormément de mêlée, on sait qu'on a beaucoup d'unités pas chères, donc on va tapisser le terrain. Ce genre de carte va nous bloquer nous et certainement pas l'adversaire. On pourrait prendre cette carte là d'ailleurs, allez on va se la prendre. Parce qu'elle est très offensive aussi, elle est très très bien et j'avouerai que je joue rarement avec, donc c'est l'occasion de la montrer un peu. Qui va nous permettre d'augmenter pour un tour de 2 points nos valeurs d'attaque. Donc toujours dans l'idée d'utiliser des cartes faibles, mais qu'on va pouvoir améliorer d'abord avec les cartes les cartes événements comme on a vu tout à l'heure qui augmentent l'attaque et ce genre de choses. En plus de ça, avec la capacité de Xorm, et finalement avec celle-ci, il y a vraiment moyen d'être très offensif et de faire quelque chose de génial mes amis. Ensuite, en carte fortune, on ne va tout simplement rien mettre mes amis je pense. Ou si excusez-moi. On va en rajouter quelques-unes parce qu'il va nous manquer un petit peu de score ici. Un petit peu de points, il va nous manquer 11 cartes. Donc on va quand même s'en rajouter quelques-unes. Donc des gros basiques, hein. Attention, des gros basiques. On sait très bien qu'on n'a qu'un point là-dedans. Et on est là pour faire du dégât direct. On est là pour envoyer du pâté. Et on va avoir besoin des points. De ne pas investir les points pour pouvoir utiliser la capacité de Xorm. Donc hors de question de commencer à monter haut en magie. Je suis déjà monté à 2 en magie. Donc je vais certainement pas monter haut en fortune maintenant. Donc voilà, on prend que des cartes A1 qui sont très puissantes et très très bien. Celle-ci, comme vous l'avez déjà vu, j'en ai parlé dans la vidéo Inferno, elle permet de sélectionner un archétype et dès que l'adversaire joue une carte de ce type, il doit s'en défausser d'une autre. C'est très puissant, ça coûte 1 pour un investissement 0. Je trouve ça même un peu pété pour vous dire, je trouve que ça devrait passer à 2 de coups. Limite laisser 1 d'investissement mais qu'elle coûte au moins 2. Parce que là c'est vraiment une carte bouche-trou. Et pour une carte bouche-trou elle est trop puissante, c'est vraiment très fort. Moi j'ai eu des adversaires qui m'ont joué ça plusieurs fois. Parce qu'il y a une carte, bah attends toi. Il y a une carte, c'est que je vous dise pas, c'est celle-ci. Et elle fait exactement la même chose à 2 mais pour toutes les cartes, sans qu'on doive sélectionner un archétype. Et j'ai eu des adversaires qui avaient 4 cartes comme ça, 4 cartes comme ça, et qui m'ont joué systématiquement une à chaque tour mes amis. Et là ça fait vraiment peur. Si le mec joue ça, et qu'en plus dans son deck il a le diablotin, d'ailleurs mes amis j'ai envie de me rajouter le diablotin, juste pour... il a un peu rien à voir avec ce deck, mais vous savez quoi, on va le prendre. Parce que je ne l'ai jamais joué pour vous dire, pour tout vous dire, et ça changera pas grand chose en fait au résultat final, parce qu'avec un deck comme ça vous gagnez, hein, typiquement vous écrasez, avec un deck comme ça sachez-le, hein. Je vous le dis, si vous voulez vraiment un deck pour faire des gros points, avec un deck comme ça vous montez à 1000-1100 de cote, mais finger in the nose, vous allez rouler sur tout le monde, c'est sûr et certain. Alors, donc voilà, ici on a 6, il nous manque encore 4 cartes comme on peut voir parce qu'on doit arriver à 59. Une des règles aussi c'est de toujours se contenter de 59 cartes, c'est le minimum. Quand vous en avez plus, ça rend votre deck trop hasardeux et instable. On appelle ça instable dans le vocabulaire. Ça veut dire que vous avez trop de probabilité d'avoir une autre carte que celle que vous attendez et ça devient dangereux. Là vous savez, si avec l'habitude, vous allez compter vos cartes, vous allez savoir ce que vous avez en main, vous savez très bien combien de cartes vous avez dans votre bibliothèque, qu'est-ce qui vous reste en sort, vous le savez très 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 bien mes amis. Et donc quand vous savez où vous allez, vous pouvez être performant, tout simplement. Il va nous manquer 4 cartes. Donc soit on se rajoute quelques créatures, attendez on va regarder un petit peu si on n'a pas des petites fortunes, parce que j'en joue rarement en fait, et pour un deck comme ça c'est pas mal, ça permet d'infliger 2 points de dégâts à l'adversaire, ça c'est vraiment sympa, mais avec une petite punition, c'est qu'on peut pas piocher le coup d'après. Très 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 bonne carte. Ouais, très bonne carte. On va se mettre celle-là, qui va tout simplement nous permettre, pour un coup de 1, donc un coup de 0, sélectionner une carte de sort et la placer dans la main de l'adversaire, sélectionner une carte de sort et la mettre dans son cimetière. Donc c'est très très bien. Ce genre de petite carte va être très très sympa contre les adversaires qui ont de la magie du feu et qui voudront nous faire des AE. Les AE qu'on va vraiment craindre avec ce genre de deck, parce qu'on a des unités très très faibles, on en aura beaucoup, donc elles sont d'autant plus sensibles à l'AE, vu que l'AE va toucher un maximum de joueurs d'unités. Et comme elles ont des pools PV vraiment basses, on sera très sensible à l'AE, donc ce genre de petite carte peut vraiment être très très utile. Donc voilà, toujours pensez votre jeu en fonction de ce que vous allez faire. Vous choisissez une carte, il y a une raison, vous savez toujours où vous allez mes amis. Donc on a décidé de rester, ça c'est pas mal non plus pour enlever les cartes de fortune de l'adversaire, c'est vraiment sympa aussi. Moi maintenant, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre, non ça c'est 2, on va arrêter là pour les fortunes, ça ira très très bien comme ça. En sort, parce que là il va me manquer encore 3 cartes, je serais tenté de rajouter quelques créatures en fait pour tout vous dire. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire, allez. Ça fait beaucoup de créatures, mais bon, vous inquiétez pas, ça ira tout seul.
Tac tac, on a du tireur, ici on a déjà du tireur, en 4 on a un physique. Bah écoutez, on pourrait se rajouter là, qui est pas mal, cette carte qui est pas mal du tout pour gêner les... Comment ils s'appellent la nécropole, parce que ça les empêche, ça les empêche de rappeler leurs créatures du cimetière. Donc on pourrait essayer celle-là, ou on pourrait même utiliser celle-ci qui est en fait carrément mieux. Parce que d'abord c'est un tireur, donc elle prendra une place que je n'utiliserai pas, et elle permet de piocher une carte supplémentaire. Donc quand vous jouez Rush, ce genre de carte c'est parfait, parce que vous savez que vous allez tirer des cartes à bas coût. À chaque tour vous allez en avoir une de plus, et vous allez vite manquer de cartes, vu que vos cartes coûtent pas cher à invoquer, vous allez vite en manquer, c'est logique. Comme vous allez avoir 7 points, vous allez en invoquer 3 ou 4, et forcément bah, votre main elle va se vider, vous allez manquer de cartes. Donc ça peut être pas mal du tout. Notre petit père frère aveugle qui a d'ailleurs une tête un peu... bah, il a pas l'air en bonne santé celui-là, il a oublié de bouffer ses vitamines C le matin, il prend pas ses petites pilules. Alors, et maintenant il va nous rester 2 places, et qui seront les heureux élus mes amis, je vous le demande. Je pense qu'on va se diriger vers de l'offensif, hein. Il n'y a pas de secret. On va s'en rajouter une comme ça parce qu'elle est quand même très très puissante. Même si je risque vraiment de la commencer à avoir beaucoup de créatures physiques, ça va vraiment devenir beaucoup. Et on va se rajouter un petit prolifique mes amis. Et nous voilà avec un deck à 59 cartes. Donc vous voyez, tout a été choisi et optimisé en fonction du héros et de mon idée. Dites-vous bien que vous ne choisissez pas vos cartes par hasard. Quand vous commencez, bon, vous mettez ce que vous pouvez, hein, je sais bien comment c'est, mais à partir d'un certain niveau de jeu, enfin le plus vite possible en fait, il faut vraiment arrêter de faire ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous dire ouais j'ai un deck et tout, ça marche à peu près, non, j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai pas beaucoup de choix, mais j'ai quelques créatures puissantes, je les mets dans mon deck, ça le fait, je vais m'acheter des packs héros, comme ça j'aurai un héros et tout le bordel. C'est pas vraiment une bonne optique. Effectivement il faut un héros, mais l'important c'est surtout d'avoir des decks, je dis bien des decks modulables, pour pouvoir vraiment découvrir et approfondir le jeu. Si après vous chopez un héros qui est tout pété du genre Nergal, mais que vous n'avez pas les cartes qu'il faut à côté, c'est-à-dire des cartes qui savent dodge et se soigner elles-mêmes, parce que c'est le jeu avec Nergal, hein. On met un poison sur un adversaire, en face on lui met une carte qui se soigne à chaque coup, bah, l'adversaire se vide de ses PV et vous vous soignez, bah voilà, ça c'est le jeu Nergal. Il suffit pas d'avoir un héros pété si vous n'avez pas les... en fait un héros pété, ils sont tous pétés, en fait, c'est à partir du moment où ils sont spéciaux, et on peut considérer qu'ils sont pétés quand ils sont bien joués. C'est pas tout d'avoir un héros spécial, il faut surtout avoir les cartes qui ont été vues en fonction de votre héros, c'est très important mes amis. C'est une symbiose, il faut vraiment que les deux fonctionnent ensemble, vous devez jamais voir l'un sans l'autre et vice versa. Alors, pour terminer, je vais juste vérifier que j'ai pas oublié quelques petites règles. Ouais voilà, d'une manière globale, encore une petite règle, c'est pas fixe, hein, mais si vous voulez vous donner un repère dans les taux d'invocation, comment savoir comment répartir vos points. Je vous ai déjà dit qu'il fallait faire un archétype avant de commencer, savoir ce que vous faisiez. Là je sais que je dois monter à 4, là je sais que je dois monter à 2, et là je sais que je dois monter à 1. Donc 4 plus 2 plus 1 ça fait 8. 4 plus 2 plus 1 ça fait 7. Oh la honte. Oh la vache, putain la honte. Et non. Bon en fait non. Voilà, donc ça fait 7, vous l'aurez compris. D'une manière générale, c'est parce que là ce que j'ai fait c'est un deck rush. J'ai voulu vous montrer un deck avec un héros que je connaissais pas, et je savais vaguement que Xorm, que je n'avais jamais joué, j'ai jamais joué Xorm, je savais vaguement que Xorm était fort en rush, et donc j'ai voulu faire un deck là-dedans, le découvrir avec vous, vous montrer en fait quelque chose qui m'était étranger, tout comme vous montez un deck, ça vous est étranger, et ben vous pouvez le faire en ayant un peu de bon sens comme je viens de le faire. Si vous avez besoin d'un repère pour un deck normal qui n'est pas un deck rush, vous allez simplement répartir vos statistiques entre vos coûts d'invocation entre créatures, sorts et fortune de cette façon. Vous devez toujours savoir que le total des coûts d'invocation maximaux de chaque rubrique, le total, ne doit pas excéder 11. Ne doit pas excéder 11 et doit être compris entre 8 et 11. C'est-à-dire que ici, le coût d'invocation total est de 4. Au maximal, vous voyez, la plus chère, c'est celle-ci, elle coûte 4. En sort, la plus chère, celle-ci, elle coûte 2. Et elle demande, pardon, non pas elle coûte, mais elle demande en ressources, voilà, c'est plus clair comme ça. Elle demande 4. Elle demande, dans sa ressource la plus élevée, un peu de bon sens, elle demande 2. Et en fortune, la plus élevée demande 1 en fortune. Et donc au total, ça nous fait 7. Parce que c'est un deck rush, donc c'est un deck très rapide, précoce. Mais sinon, dans un deck normal, comptez entre 8 et 11 points pour le total, mes amis. Après, une deuxième règle qui est en général valable, vous pouvez effectivement jouer un deck moyen, du genre vous dire ah bah vas-y moi je fais 3, 3, 3 ou 4, 3, 3, mais en général c'est pas ça les decks qui marchent,
c'est les decks qui sont plus spécialisés, du genre vous faites un 4 ici, vous faites un 6 en sort et vous faites un 1 en fortune. Ou alors vous faites un 5 en fortune, vous faites un 1 ou un 2 en sort et vous faites un 4 en créature par exemple. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de se spécialiser dans une des 3 rubriques. Ne croyez surtout pas que évidemment on doit se spécialiser en créature, non. Ne le croyez surtout pas. Il y a des adversaires qui gagnent des games sans poser une seule carte sur le terrain, notamment le Slowpoke. Le mec il va pas poser une seule créature. Ou alors 2-3 mandes PAO à la fin du jeu, mais c'est tout. Donc c'est vraiment... ne croyez surtout pas qu'il faut à tout prix se spécialiser en créature. Ne croyez pas non plus que les sorts c'est Uber, et ne croyez pas que les fortunes c'est inutile. Le Slowpoke qui est à base de fortune et de sorts, c'est un des types de jeux les plus puissants du jeu qui vraiment on peut rien faire contre du Slowpoke, c'est très puissant. L'OTK c'est pareil, l'OTK c'est en fait le mec va pendant tout le... Je ferai une vidéo pour expliquer ça, c'est un peu long mais pendant toute la partie, votre adversaire va vous bloquer en utilisant des sorts et des fortunes qui vont soit vous renvoyer vos créatures dans votre main, soit les empêcher d'attaquer, soit protéger son héros et ce genre de choses, soit toutes les tuer d'un coup, c'est possible aussi. Et en utilisant un mix de cartes comme ça, donc qui est tout le temps en fait du sort et de la fortune, il va vous empêcher de l'attaquer jusqu'au moment où lui, il aura enfin la carte qu'il attendait et qu'il aura économisé toutes les cartes qu'il veut. Et à ce moment-là, il va vous mettre une carte très puissante, très puissante. Il va lui mettre 2-3 améliorations de dégâts dessus. Et la créature va taper tellement fort qu'elle va vous tuer en un coup. Elle va attaquer, boum, et vous allez prendre 10 et 10, et boum, vous êtes fini. Ça, c'est de l'OTK, du one turn to kill. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de jeu qui est tout à fait viable et qui se joue à base de quasiment que de la fortune et du sort. Et parfois vous aurez l'inverse, donc vraiment, n'hésitez pas à tester différentes configurations. L'idée d'une manière générale pour être équilibré, c'est de vous spécialiser, enfin c'est paradoxal ce que je dis, mais c'est de vous spécialiser dans une des 3 rubriques. Vraiment, sachez ce que vous faites. Et toujours à l'avance, quand vous construisez un deck, pensez à travers le héros. Écrivez sur un bout de papier vos coups maximum, rappelez-vous-en. Moi je m'en rappelle avec l'habitude, mais peut-être que quand on commence, si on n'a pas trop de mémoire, voilà. Moi je sais que ce deck il va me coûter 4, maximum 4, ensuite 2 et ensuite 1. Je le sais et j'ai pas besoin d'aller monter plus haut que ça, ce qui va me permettre d'utiliser beaucoup mes pouvoirs. Donc voilà mes amis. Ensuite, ouais, toujours une autre chose, dans vos cartes et dans les créatures, soyez pas bêtes mes amis. Vous allez vous poser, admettons ici que je n'ai pas mes amis, voilà, je décide de mettre ça dans mon deck, d'accord? Pour une obscure raison, je me dis ouais j'ai envie d'être super offensif, d'avoir des pouvoirs et tout, j'ai envie de mettre cette carte là, elle est vraiment très puissante, elle tape à 4 et tout, elle fait une AE, c'est fat. Eh bien non mes amis, il faut aller crescendo dans ces cartes, toujours aller crescendo. Vous voyez là j'ai une carte qui me demande 1 d'invocation, et là j'ai une carte qui va à 4. Et bien ce que ça va faire que je vais augmenter ma magie. D'abord j'aurai mon trait de feu, tac tac, je vais l'utiliser, voilà. Je vais augmenter mes créatures pour pouvoir jouer, nanana. Et après je vais commencer à augmenter ma magie. Et bien quand je vais l'augmenter à 2, et ben j'aurai rien à jouer. Même si j'ai de la chance au piochage, bah j'ai pas de carte, j'en ai pas mis dans mon deck, donc à 2 j'ai que dalle à jouer. Et à 3 ce sera pareil. Et donc en fait pendant 2 tours, je vais augmenter ma magie pour rien, parce que je n'ai rien à jouer là-dessus. Tant qu'à augmenter votre magie, essayez de profiter des paliers entre deux. Et il va de même pour les créatures. Il serait complètement idiot de mettre 8 créatures à 1 et ensuite de mettre 6 créatures à 6. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez aucune chance avec un gameplay comme ça crée des creux dans votre jeu. Votre jeu doit être lisse en fait. Ça crée des creux dans votre jeu et l'adversaire, croyez-moi, va s'y engouffrer et vous battre. Et ça vaut pareil pour évidemment les fortunes. Ne mettez pas des cartes à 1 pour finir par un bon trône du renouveau ou hôtel d'achat qui est bien pété d'ailleurs. Ça ne sert à rien. Allez crescendo mes amis. Toujours aller crescendo. Une autre chose, avant de terminer, voilà, un petit mot philosophique entre guillemets, c'est ma petite leçon à moi, c'est que moi en fait j'ai adoré jouer, d'ailleurs j'adore toujours jouer à ce jeu, mais quand j'ai commencé c'était vraiment super agréable, mais j'ai eu l'erreur, j'ai une vision très gaming, très performant, j'aime beaucoup faire du score dans les jeux vidéo, donc j'ai voulu très rapidement dépasser les 1-4 cotes. Et c'est arrivé assez rapidement parce que si vous jouez beaucoup, si vous commencez à jouer 6, 7, 8 heures par jour, en une semaine, largement en une semaine, vous êtes à un 4 codes quoi. Ou alors il y a un problème dans votre deck. Un K c'est 1000 pour ceux qui connaîtraient pas trop. Et ben ne faites pas cette erreur mes amis, ne la faites surtout pas.
Sachez une chose, quand vous allez dépasser les 1000 de cote, vous allez commencer à arriver, particulièrement quand on dépasse les 1100, 1200, là on arrive vraiment contre des jeux qui sont très 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 difficiles. Vos adversaires auront des stratégies hyper rodées, avec des decks qu'ils auront la plupart du temps pas fait eux-mêmes, mais qu'ils auront reçucé sur internet, parce qu'ils ont reçucé sur internet des gros champions du sport, là, les champions de le sport, ont des decks qui sont vraiment très très perfectionnés. Bah, ces mecs là en fait totalement no brain auront été reçucés leur deck et vous feront des stratégies qui seront vraiment très 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 dures. Je veux dire par exemple le Slowpoke et l'OTK dont j'ai parlé rapidement, c'est par exemple deux stratégies qui sont vraiment très dures à contrer. Quand on connaît pas en fait, c'est même pas que c'est très dur à contrer, c'est que quand on connaît pas on y passe, c'est clair et net. Et quand on connaît, ben, on y passe aussi la plupart du temps, il faut dire ce qui est. On y passe aussi le OTK et le Slowpoke, c'est un peu comme les cheese dans StarCraft 2, donc comme les proxy pylônes, toutes les petites techniques un peu fourbes, un peu salauds, vous avez l'impression de rien pouvoir faire, bah voilà. Il y a moyen de les contrer, mais il faut être préparé à ça et pas à autre chose. Si vous avez un deck de base, vous allez vous faire rouler dessus. Il faut avoir du dispel, et aujourd'hui il y a très peu de gens à bas niveau qui jouent le dispel dans leur deck, même personne en fait. Et pourtant à haut niveau c'est le genre de choses qu'il faut. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'après 1000, 1100, 1200 de codes, ça va vraiment devenir dur. Chaque partie vous allez jouer votre vie. Si vous êtes un peu sportif dans l'âme, vous allez vraiment jouer serré. Moi mes parties, vraiment j'y réfléchis, je joue dans le calme et tout. Enfin c'est vraiment un sanctuaire mental, vraiment une partie d'échecs qui se joue très sérieuse. Et profitez bien de votre temps de vanilla. Vanilla c'est en dessous des 1000 points. C'est vraiment la base quoi, c'est vraiment le jardin d'enfant, vous allez vous faire plaisir. Il y a du haut niveau, il y a du combat, ça se tire dessus, mais c'est pas aussi méchant et acéré que passer une certaine cote où vraiment la moindre erreur pardonne pas. Parce que vraiment quand vous dépassez 1002 de cote, c'est fini quoi. La moindre erreur et vous y passez mes amis. Alors là, vous voyez, on fait des vidéos ensemble et tout, c'est bien. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer, de vous améliorer et tout. Mais surtout, s'il vous plaît, je vous le demande, profitez du jeu. Ne courez pas comme des malades vers 1000 de cote. Parce que ce qui vous attend après est vraiment très très dur. Et vous ne pourrez plus redescendre mes amis. Vous pourrez redescendre mais en faisant des petits systèmes. Enfin tout ça c'est pas très beau quoi. Prenez votre temps, savourez votre aventure. Et attendez d'être suffisamment mature dans votre gaming que pour dépasser les 1000 de points, les 1000 de cote. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres adversaires, d'autres joueurs qui, on en a vu tout à l'heure dans le tutoriel du Havre. J'ai eu un adversaire en face de moi, je suis à 500 de code, voilà pour ce compte, pour pouvoir faire des vidéos. Et l'adversaire en face de moi est à 500 codes, sauf que ce mec, j'ai déjà joué contre lui avec mon propre niveau. Et je peux vous dire qu'il est très très loin d'avoir 500 de codes. Et en fait c'est un mec qui, j'en ai parlé après la game, je voulais pas en parler devant tout le monde, parce que bon, sinon dans la game les gens après ils vont le wisp et tout, enfin c'est un peu pas le truc quoi, mais le mec, je l'ai whisper après, je lui ai dit bah voilà, qu'est-ce que tu fous là et tout. Et le mec en fait, il en a marre de jouer à haut niveau parce qu'il y a trop de pression. Du coup il a fait expressément chuter sa cote pour pouvoir jouer contre des adversaires plus faibles, les battre facilement et emmagasiner beaucoup d'or très très vite. Vous voyez, c'est le genre de choses qui risqueraient de vous arriver si vraiment vous courez à tout prix derrière le DPS, derrière le score, que vous voulez monter trop vite. Ce serait vraiment dommage. Donc je vous le redis encore une fois, vraiment prenez le temps, profitez de votre aventure mes amis, et vous vous ferez d'autant plus plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, elle a été bien demandée, j'espère avoir été très très clair sur les choses. Je vous ai montré un exemple concret, je vous ai donné des règles. Si vous réécoutez la vidéo petit à petit, vous pourrez réécouter, noter si vous voulez vraiment toutes ces règles. Si vous partez en faisant ça, je vous garantis que vous aurez un deck viable pour monter à 1000. Voilà, je fais des gros bisous à tous, passez une bonne soirée et on se retrouve très très bientôt pour le deuxième tutoriel de la race Inferno. Salut les amis. N'a pas forcément les meilleures magies du jeu disponibles. En l'occurrence Noboru s'en sort pas mal du tout avec ces deux là. Mais c'est une race qui est plus faible que les autres. Parce que elle est d'abord très tactique, très difficile à prendre en main. Il est difficile d'avoir rapidement un très bon deck sanctuaire. Donc ça crée vraiment un fossé entre elle et les races par exemple beaucoup plus basiques comme l'Inferno, qui a immédiatement un deck potable. En Inferno, quand vous commencez, vous choisissez Inferno, dès le début vous avez un deck qui va vous permettre de monter à 900 mes amis. Ce qui est loin d'être le cas du Havre par exemple, et évidemment pas le cas de Sanctuaire, puisque vous ne pouvez pas avoir de deck Sanctuaire dès le début. Donc c'est un des points faibles de la race Sanctuaire, en plus du fait qu'elle est très très difficile à jouer. Et en plus du fait que ces créatures ne sont pas excessivement puissantes. Je vais tout de suite vous montrer ça, on va montrer ça tout de suite avec une carte emblématique du Sanctuaire. C'est un petit peu embêtant parce que j'ai enlevé mes cartes de mes decks pour pouvoir vous montrer.
Donc on va devoir en trouver une Manu Militari. Vous avez simplement une carte, voilà, je sais pas, une carte ici à 2 qui va taper à 2, 1, 3, voilà. Vous allez prendre une carte comme, on va dire, comme une carte Inferno, voilà, une petite carte Inferno de base. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Pop, 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 pop. Voilà, ici une carte à 2 qui va taper à 2 également, mais qui va être immunisée à la riposte, mes amis, pour une créature de mêlée. Immunisée à la riposte, c'est très rare, c'est un gros avantage. Et qui a balayage, c'est-à-dire qu'elle cleave, elle va toucher 2 unités, les 2 unités adjacentes, en plus de celles qu'elle frappe. Donc vous voyez, il y a déjà rien à voir en prenant une première unité. Et je pourrais continuer comme ça dans les séries, vous montrer un peu et vous comprendriez vraiment qu'il y a vraiment un écart, quoi. Au niveau du DPS, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà. La troisième race serait très certainement celle que je joue, le Bastion, mes amis. Le Bastion a de très très bons sorts, quelques héros, en fait un héros plus particulièrement lui et elle, qui sont très forts, qui sont forts disons, ces deux là sont forts, mais les unités ont un gros défaut. Comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, où j'ai parlé un petit peu de ma race, parce que je voulais vous la faire découvrir, et dans le premier tutoriel que j'ai fait à propos du Bastion, en début de game avec le Bastion vous êtes vraiment très faible, hein. Vous voyez ici 1, une créature qui ne peut pas attaquer, ici 1, une créature qui attaque à 2 mais qui n'a qu'un PV, ici pareil, ici 1, une créature qui ne peut pas attaquer non plus, enfin c'est difficile, c'est difficile. En début de game vous êtes vraiment très ouvert, et c'est qu'en late game que vous allez avoir des cartes très puissantes, seulement... Je parle toujours de stratégies normales, hein. Après il y a des stratégies complètement pétées du genre les rush, ou alors les trucs comme ça, les slowpoke. Il y a des gens qui jouent slowpoke avec char, enfin des trucs complètement pétés, mais qui n'ont rien à voir. On n'a plus vraiment besoin des cartes physiques en fait. Quand vous jouez des jeux comme ça, c'est vraiment très différent, c'est très spécial. Mais quand vous jouez créatures à l'ancienne, hein, en posant des créatures sur le jeu, etc., le Bastion n'est pas super, car s'il a des cartes très puissantes en late game, qui d'une certaine façon mathématiquement compensent celles du début de game qui sont plus faibles, il se trouve que la plupart des joueurs aujourd'hui joignent à leur deck des solutions contre les cartes très fortes. Je pense par exemple à tous les sorts des ténèbres, qui permettent de one-shot tout simplement une unité. Donc quand vous sortez une unité à 7 de coups et que l'adversaire vous la tue avec un sort à 3, bah mes amis, vous avez perdu 4 points de ressources et vous êtes vraiment derrière, quoi. C'est grave d'avoir perdu 4 points, de les avoir jetés à la poubelle comme ça. Et je vous parle même pas des fois où il va prendre votre unité et carrément s'en servir contre vous. Et aujourd'hui, beaucoup de personnages, beaucoup de personnes ont peur de ce genre de jeu et intègrent dans leur deck quelques cartes qui vont leur permettre vraiment de contrer les grosses cartes. Et donc si vous voulez, voilà, votre principal avantage du Bastion tombe un petit peu à l'eau. Voilà ce qui fait que le Bastion tient actuellement la classe moyenne, le positionnement moyen au niveau de la puissance des races. La race suivante est celle de l'Inferno, sans surprise évidemment, parce que l'Inferno c'est fort mes amis, c'est très fort, ça a de très bonnes magies. Ça peut utiliser parfois la magie des ténèbres, couplée à la magie du feu, comme par exemple avec Kalazar, invocateur de l'agonie. C'est très puissant. On a des AE, donc ça permet de tuer toutes les unités les plus faibles, avec des dégâts répartis sur plusieurs. Et on a aussi la magie des ténèbres qui permet de tuer avant de commencer, parce qu'il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez si vous choisissez un héros de tel ou tel camp. Et tout simplement pour savoir ce que vous faites et profiter pleinement de l'aventure. Maintenant on va tout doucement se lancer vers la création d'un deck. Alors pour commencer un deck, on clique ici, on choisit un petit nom, on va mettre le deck qui tue sa merguez, ce sera très bien mes amis, ce sera même sa merguez au lieu de merguez, voilà. Et on va parler tout de suite du héros. Donc le héros que vous allez choisir évidemment déterminera la faction que vous pourrez utiliser. Donc voilà ici quelques-uns de mes héros, des héros de ce compte. Je pense qu'il ne les a pas tous, en fait c'est même sûr, il en manque 2 ici, tac, il en manque un, non celui-là il est dans un deck, parce qu'il y en a qui sont dans des decks aussi. Enfin bref, il en manque quelques-uns. Pensez bien à une chose, on va le faire à propos des héros du feu ici, parce qu'ils sont plus ou moins bien complets. Non, on va le faire avec le Bastion, j'aime bien le Bastion, donc voilà. Vous avez d'abord le héros qui va être le bourrin, celui qui cogne, quoi, celui qui est pas du tout orienté magie, qui est vraiment orienté unité, dégâts directs, simples, comme on se l'imagine. Ici, Akamas, champion de la corne sanglante. Évidemment, un pouvoir qui donc s'applique à ça. Inflige un point de dégâts à toutes les créatures alliées ayant l'habilité de Rage Furibonde, elle gagne plus 1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, de l'ultra offensif physique en fait, voilà, c'est des dégâts physiques qui vont se faire avec des cartes. Vous avez ce type de héros qu'on va appeler un héros, voilà, un héros physique on va l'appeler. Vous avez le héros équilibré, c'est le héros de base, en général il a 1, 1 et 2.
Des écoles de magie assez polyvalentes. C'est en général par ce héros là qu'on commence. Il se trouve que je l'ai, on peut considérer que celui-là est celui du bastion, on l'a assez facilement, 4 émissaires de la liberté. On peut voir, pour vous en montrer un autre qui est dans le même genre, on va, juste une petite seconde, on va retourner dans le deck Nécropole. Parce que j'ai pas enlevé le héros. Voilà. Et regardez, ici, on a Seria, qui est donc le héros de base de la Nécropole. Comme on peut le voir, 1-1-2, deux écoles de magie assez équilibrées. Une puissante et une un peu plus de soutien. Donc voilà, le héros de base n'a en général pas de pouvoir, donc c'est typique des héros de base. Hein. On paye le fait qu'ils aient des bonnes magies et qu'ils soient assez équilibrés. Voilà, pas de pouvoir, c'est normal si ça se passe comme ça. Alors, ensuite, comme type de héros, voilà, donc on a pu voir ici le champion bourrin. Le champion bourrin ici du feu est là. Le champion bourrin est là, chez le Havre. Et j'aurais bien aimé vous le montrer dans les autres, mais là il va pas être disponible. Si, chez Fleshbane, voilà, chez la Nécropole. Dans la Nécropole, pour la Nécropole. Vous voyez bien, toujours les mêmes statistiques, une seule école de magie. Enfin, c'est typique, hein, vous allez les reconnaître, vous allez le voir venir. Ensuite, en troisième type de héros, on a le héros caster, celui qui s'occupe de magie. Et ils sont tout à fait typiques également. Regardez ici au Havre, vous voyez 2 points de magie direct, un seul point de destinée, mais par contre beaucoup d'écoles de magie et un pouvoir qui est souvent très orienté magie, hein. soit des dégâts directs, soit comme là un soin, mais pas du tout de force d'invocation, donc c'est vraiment très orienté pour les sorts. Moi c'est pas du tout un gameplay que j'aime bien, c'est très spécial mais ça peut convenir. C'est des joueurs qui en général ont dans leur deck 15 sorts, un truc comme ça, 15 sorts faciles, peut-être même plus parfois quand ils sont vraiment en mode hardcore là-dessus. Donc voilà, on peut reconnaître ce personnage là, on peut reconnaître celui-ci, voilà exactement les mêmes statistiques, 3 écoles de magie, vous voyez. On peut le reconnaître ici également, 2, 1 et 3 écoles de magie, et de mémoire on peut le reconnaître chez notre ami Char, qui est d'ailleurs magnifique comme carte. 2, 1 et 3 écoles de magie. Char qui est d'ailleurs une très bonne sorcière, on va l'appeler, une très bonne invocatrice, donc qui s'occupe des pouvoirs, vraiment très forte. Et donc voilà, vous avez des archétypes qui sont tout le temps répétés, et en général, par race, c'est pas systématique, mais par race, comme on peut le voir ici avec Damiria, il y a un héros qui est plus ou moins équilibré, vous voyez, avec 2 écoles de magie, et il est un petit peu moins, vous voyez qu'il perd un point de destinée au passage, mais qui a un petit pouvoir qui peut être vachement sympathique s'il a la bonne application. Donc vous l'avez par exemple ici, vous l'avez par exemple ici. Bonjour à vous les amis et bonjour à vous les amis filles, les petites geekettes qui seront nombreuses à nous suivre, j'en suis sûr et certain, en tout cas je l'espère et je pense que mes amis geeks l'espèrent aussi. Aujourd'hui ensemble on va voir comment est-ce qu'on crée un deck, tout simplement. C'est une question qui m'a été demandée, on m'a envoyé quelques mails pour me demander sur ma chaîne de bosser là-dessus, de vous montrer quelque chose, parce qu'évidemment quand on commence c'est vraiment pas facile du tout de faire ça, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi mettre, en quelle quantité, enfin c'est vraiment pas évident, c'est quelque chose qui pour les joueurs confirmés est entre guillemets inné, mais ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend d'une façon très passive en fait, en jouant on comprend petit à petit, on améliore son deck et on voit l'archétype qui marche et on le garde en fait. Il faut savoir ça, vous faites un deck de base, vous jouez avec. Si vous vous dites non j'ai trop d'unités à 2 là, j'ai trop d'unités à 3, j'ai trop de sorts, ça va pas, vous jouez, vous changez petit à petit, il n'y a pas de problème. Vous allez changer tout doucement vos cartes, une par une, et affûter comme ça votre deck jusqu'à avoir quelque chose de vraiment tranchant qui vous mènera à la victoire mes amis. Ensemble on va quand même voir quelques petites bases, je vais vous montrer quelques petites choses. Pour vraiment partir sur des bonnes bases et pouvoir vous-même vous faire un deck puissant qui correspondra à votre style de jeu aussi, parce qu'il n'y a vraiment aucune valeur avec des cartes, il y en a des milliers, il y a tellement de possibilités, c'est fascinant mes amis. Il n'y a aucune valeur de jeu qui sera imbattable, le truc ça y est vous l'avez, c'est pété, vous allez monter à 1004 de côte. Non, ça vous rêvez mes amis, ça n'existe pas. Avant de commencer, parce que là on se lance dans la création d'un deck, donc qui dit création d'un deck dit choix d'un héros, dit choix d'une race, et donc vers quoi vous allez vous diriger. Sachez quelques petites choses mes amis, ensemble on fait très rapidement un point sur les races. Avec leur niveau respectif, je vais vous parler très franchement, et je vous l'ai pas fait dans les vidéos tutoriels parce que c'est pas agréable pour un joueur, admettons, d'une race un peu plus faible, de s'entendre dire que bon, sa race elle est un peu faible. Là on est vraiment dans un domaine de choix dans cette vidéo-ci. Donc je vais vous dire la vérité, c'est bien simple, les races actuellement sont pas extrêmement bien équilibrées. C'est un excellent jeu.
Mais il y a quand même des races qui sont très très en dessous. Si on devait donner un ordre, un ordre croissant, donc en partant de la race la plus faible, en allant vers la race la plus puissante, alors il y aura toujours des joueurs qui diront oui, non, c'est pas vrai, blablabla, mais je vous assure que d'une manière générale c'est ça, et après je vous le montrerai avec le classement mondial si vous voulez. Vous ferez vous-même votre propre idée de la véracité de mes dires. Alors, la race la plus faible actuellement est celle du Havre, mes amis. Elle a un gros problème, le DPS est vraiment trop bas, elle est censée être vraiment très très dure à tuer, alors qu'au final elle n'a même pas plus de survie que la faction Nécropole, qui elle par contre a un DPS bien supérieur, des héros avec de la magie bien meilleure, comme vous pouvez le voir ici, hein, la magie des ténèbres, ici la magie des ténèbres. Et il n'y a que Nergal qui ne l'a pas, mais il a vraiment un pouvoir qui est complètement pété. Du coup, pour compenser, on l'a privé de la magie des ténèbres. Mais voilà, magie des ténèbres contre magie des lumières, mes amis, il n'y a pas photo. Écoutez bien, il n'y a pas photo. On vous dira que oui, la magie de lumière permet de faire des trucs et tout. Oui, c'est vrai, mais c'est loin d'être du niveau de ce que peut faire la magie des ténèbres. Je vous rappelle qu'en ténèbres, vous pouvez diminuer de 2 points l'attaque de l'adversaire. Vous pouvez le one-shot avec une carte qui coûte 3 seulement en lui mettant une claque. Vous pouvez le one-shot avec une carte à 4 de coups sans même le toucher. Vous pouvez créer une image clone de l'adversaire de n'importe laquelle de ses unités. Cette image-là aura la même attaque que celle de l'adversaire et pourra attaquer immédiatement, mes amis. Le tour lui-même, elle pourra attaquer. Il n'aura pas besoin d'attendre un tour pour s'en servir. Vous pouvez également faire asservissement, une carte qui permet de prendre la carte de l'adversaire, de lui enlever, mes amis, et de la prendre chez vous. Vous avez ce genre de cartes, des cartes à AE qui tapent à 3 sur toutes les unités adverses et qui soignent toutes vos unités à vous pour 3. C'est vraiment très puissant. Il y a vraiment de très bons sorts en magie des ténèbres. Je vous parle pas des dispels offensifs, hein, je vous parle pas de tout ça qui existe aussi, qui est un peu moins dans les sbroufs, mais qui reste vraiment excellent. Donc voilà, on a vraiment un souci d'équilibrage à propos du Havre en ce moment. La deuxième faction serait celle du Sanctuaire. Le Sanctuaire n'a pas forcément... celle-ci, oui, cette carte-ci, je n'ai que celle-là en Sanctuaire malheureusement sur ce compte. Mais tu es une unité très puissante. Donc en fait vraiment beaucoup de polyvalence sur la magie. Ajoutez à ça des unités qui dès le début, dès les premiers decks que vous allez avoir sont assez puissantes que pour monter vraiment très haut. Je pense sincèrement qu'il est possible de monter à 900 voire 1000 de cote sans changer le deck de départ que vous avez en Inferno. Il faut savoir jouer, il faut connaître, mais il y a vraiment moyen de monter très haut avec ce deck. Quelque chose qui est complètement impossible, mes amis, avec un deck par exemple de la Nécropole, et encore heureux d'ailleurs, parce que la Nécropole on va en parler après, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Mais c'est encore plus impossible avec un deck du Havre, vous rêvez. Avec un deck du Havre, si vous montez à 600 avec le deck de base, et ben bravo mes amis, vous m'impressionnez. Donc voilà, c'est ce qui donne un gros avantage à nos amis de l'Inferno. Donc des magies, je répète, des magies très puissantes, des cartes très facilement accessibles, un gameplay assez simple, c'est pas très dur de jouer Inferno. Enfin, une fois qu'on a compris le système des cleaves, sincèrement il n'y a pas grand chose d'autre à comprendre. C'est de l'ultra offensif, c'est voilà, boum, ça pète dans tous les sens. Et voilà, il y a un autre fait qui... Il y a une autre chose qui aide beaucoup le gameplay Inferno, les joueurs Inferno, c'est que quand on débute, un gameplay qui marche très bien, c'est le gameplay rush, c'est-à-dire d'utiliser des cartes de très bas niveau, qui coûtent peu cher, qui permettent d'être offensif très rapidement. Et le deck Inferno en fait est très fort là-dedans. Ce sont des cartes qui sont fort offensives, surtout les cartes basses qui valent vraiment le coup, qui ont des bonnes poules PV comme vous pouvez le voir, avec par exemple prenez une carte, comment elle s'appelle là, les succubes, voilà une carte à 2 qui a 4 de pool PV. On a l'autre succube là que vous avez certainement déjà vu dans un gameplay qui a 8 de pool PV qui est vraiment très forte, elle est ici, voilà elle coûte 4, elle a 8 de pool PV, c'est énorme mes amis. Tout ça, ça crée vraiment un ensemble d'avantages qui aident très fort les Inferno. Et maintenant la faction la plus puissante, sans surprise, c'est la dernière mes amis. Avec, même si je vous montre pas vraiment le meilleur héros, qui est pas une pure tuerie de la Nécropole, c'est la Nécropole mes amis, avec la magie la plus puissante qui est disponible pour quasiment tous les héros, avec des skills, des compétences de héros qui sont vraiment la plupart du temps pétées. Vous avez par exemple Fleshbane, champion des déformés. Toutes les créatures incorporelles qu'il invoque gagnent plus 1 de vie. Alors de base elles sont déjà très dures à tuer, avec plus 1 de vie mes amis, ça fait vraiment la différence, ça fait vraiment mal. Quand vous tombez sur un incorporel qui a 3 PV, vous savez qu'il va falloir le taper 3 fois pour l'avoir. Lui en 1 ou 2 coups il vous la met.
Vraiment, c'est vraiment délicat, délicat. C'est même pas le plus fort, mes amis, et c'est loin d'être le meilleur. Il y a également Nergal qui, pendant très longtemps, a dominé totalement le ladder. C'était vraiment, si vous vouliez aller haut dans le ladder, c'était Nergal et rien d'autre. Maintenant, il a été nerfé, donc c'est un peu moins pire. Mais il reste toujours très 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 puissant, mes amis. Et vous avez Mernamtaru qu'on voit un petit peu moins, qui est la... ça, on va en parler après des types de héros, parce que vous aurez bien compris qu'il y a un type de héros qui est en fait répété dans chaque race, qui est l'invocatrice, la magicienne, de toute façon c'est écrit, qui est la magicienne de la nécropole, qui elle, vous le voyez, maîtrise trois écoles de magie, qui permet de... qui en fait, elle défausse une carte, elle détruit une créature ennemie ciblée d'un coup inférieur ou égal à 2. C'est pas mal du tout. C'est une carte qu'on voit assez rarement, parce qu'en fait, en personnage magique, il y en a des bien meilleurs. Donc, les gens qui veulent jouer magie prennent rarement celle-là. Mais après je choisis souvent une autre race en fait. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, une race très puissante. Même si en début de game, il faut leur... en début de jeu, pardon, quand on commence avec avec la nécropole, c'est pas évident parce qu'en début de game on n'a pas trop de jeu. Et c'est là que le bas blesse un petit peu pour cette faction. C'est que monter haut avec un deck de nécropole du début de jeu, c'est vraiment pas facile. Vous n'avez pas encore vous avez pas encore la liche, vous n'avez pas les chevaliers vampires, vous n'avez pas les ghouls voraces, enfin vous avez vraiment pas grand chose, vous n'avez pas les sorts les plus puissants. En début de jeu ça peut sembler faible, en début de carrière de joueur disons, mais rassurez-vous plus tard ça devient la race la plus puissante. Tout à l'heure on ira voir les classements mondiaux, vous verrez que l'Inferno et la Nécropole sont beaucoup représentés mes amis. Voilà, donc un petit point qui est terminé, c'est un petit peu duré longtemps mais je voulais vous dire la vérité. Et vous l'avez chez notre ami Sandalphon pour le Havre. Alors comme vous le voyez, tous n'ont pas les mêmes PV, n'est-ce pas? Vous avez tous les héros à pouvoir, tous les héros de magie, les invocateurs, ont 2 points de pénalité parce que sinon ils ont vraiment, ça compense un peu l'avantage qu'ils ont. Le fait qu'ils ne puissent pas utiliser de force et la petite pénalité là, ça donne un petit coup de pouce pour équilibrer un peu le jeu. D'ailleurs c'est assez juste parce que c'est vrai qu'on peut rapidement avoir quelqu'un qui joue bien avec les bonnes écoles de magie. Je vais pas vous mentir, celui-là c'est pas le pire. Char, ça devient dur parce que c'est 2 très bonnes écoles. Mais un Kalazar bien joué, c'est vraiment très puissant. Parce qu'il a des sorts de soutien très forts avec la magie neutre. Il a du très offensif en AE et il a du très offensif en ciblé. Vous voyez, même sur les créatures uniques et très fortes, il sera quand même très fort grâce à la magie des ténèbres. Donc ça peut vite devenir dangereux et ce genre de petit malus c'est vraiment très bien pour équilibrer un petit peu le jeu. Voilà mes amis. Maintenant qu'on a vu un peu... un petit peu les types de héros, on va se lancer dans la création d'un deck. Comme héros, je pense que je m'en choisirai un que je connais pas, avec lequel que je connais parce que j'ai déjà vu, mais avec lequel je ne joue pas. Je vais prendre Xorm. Je n'ai jamais joué avec lui. Je l'ai pris pour vous montrer un petit peu les spécificités. Vous avez déjà vu moi ce que je jouais, donc c'est en général des héros équilibrés que je choisis pour être proche de ce que vous aurez sur le terrain. Je choisis Xorm parce qu'il est différent et comme ça vous pourrez voir comment est-ce qu'on adapte un héros. Parce qu'une des grandes choses importantes dont il faut se rappeler quand on monte un deck, c'est surtout de voir le deck à travers le prisme du héros. Vous faites votre deck en fonction de votre héros mes amis. Il faut savoir où vous allez, il faut savoir ce que vous allez faire et où vous allez, très important. Donc on va choisir Xorm qui est un héros un petit peu différent de ce que je prends habituellement, comme ça on va ensemble essayer de faire quelque chose de sympathique. Pour les cartes événements, comme vous le savez, on peut en avoir 8 au maximum, c'est d'ailleurs 8 obligatoire en fait, chaque joueur doit en apporter 8 dans la partie. Bon, quelle carte choisir? Là il y en a vraiment beaucoup. Vous avez les cartes de base comme ça qui donnent des plus 1 dégâts dont l'adversaire peut profiter, il peut aussi la sélectionner. Tout ça, vous avez tout un type de cartes, celle-là pour piocher, très classique, celle-là pour infliger un point de dégâts au héros et piocher une carte. Vous avez vraiment des choses très classiques. Prenons notre héros Xorm, parce qu'on est dans l'optique de monter un deck toujours en fonction de notre héros. Alors notre héros, on s'aperçoit d'abord d'une chose, il n'a pas de magie, mais il a 2 de force physique. Donc on sait qu'avec lui, très rapidement, on va pouvoir commencer à balancer des unités, boum boum. D'ailleurs il n'a pas de magie, il utilise que la magie du feu, donc on comprend que ça va pas être son truc. On voit son pouvoir. À 2 de coups, toutes vos créatures de mêlée gagnent plus 1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. C'est très puissant mes amis. En début de game, si vous savez que vous n'avez pas besoin de monter haut, vous pouvez vous faire un deck entièrement, et c'est d'ailleurs pour ça que Xorm est connu, vous pouvez vous faire un deck entièrement avec des créatures, avec quelques sorts niveau 1 ou niveau 2 à tout péter, et vous faites que des créatures jusqu'au niveau 4, comme ça vous faites un deck à fond rush, on appelle ça les decks rush,
Et vous aurez plein de cartes tout de suite. Votre adversaire, même s'il a quelque chose à mettre en face, vous vous en foutez, vous utilisez ça et boum, vous augmentez de 1 point. Au pire, si vous avez une créature qui tape à 2 et que lui, au pire, il arrive à vous sortir une créature à 3, et bien avec ce pouvoir, vous pouvez le déborder. Et comme vous jouez rush, vous avez des créatures pas chères, vous allez pouvoir en balancer plein dès le début et elles vont toutes profiter de votre bonus quand vous allez le lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on commence à réfléchir et à voir le jeu à travers notre héros. Donc en événement, qu'est-ce qu'on aura besoin? On sait qu'il n'y aura pas de créatures magiques, on sait qu'on n'aura pas de magie ou très peu, vous voyez? Puisque justement, en plus, toutes nos créatures de mêlée gagnent +1 jusqu'à la fin du tour. Et rappelez-vous, on connaît également son jeu, hein, on connaît sa race. L'inferno, les créatures de mêlée inferno ne sont pas magiques. Il y a peut-être 1 ou 2 exceptions, mes amis, mais c'est tout. Et encore moins dans les créatures basse classe, dans les créatures de bas niveau qu'on va particulièrement sélectionner comme on l'a dit avant. Donc on va dans les cartes événements et qu'est-ce qu'on voit? On peut voir ici des cartes, jouer les cartes de sort coûte 1 supplémentaire. Et bien